Cette vidéo a pour but d'ouvrir et d'accompagner une série de vidéos historiques en commençant par expliquer le concept général des opérations extérieures de propagande soviétique, dites mesures actives, que nous allons résumer sous la forme d'un petit manuel en 7 étapes. Le meilleur savoir-faire n'est pas de gagner 100 victoires dans 100 batailles, mais plutôt de vaincre l'ennemi sans combattre. Sun Tzu, l'art de la guerre. On a souvent une vision très étroite de ce qui constitue une guerre et on la réduit souvent à des combats armés. Pourtant, dès les premiers manuels de théorie militaire, il est apparu que le combat ne devait être mené qu'en dernier recours et qu'on pouvait parfois obtenir le résultat voulu sans combattre. La maîtrise de la rumeur dans le camp adverse, en particulier, peut conduire à affaiblir l'ennemi, voire à obtenir une reddition rapide. Au XXe siècle, la guerre froide entre les deux blocs ne voit pas d'affrontement direct d'envergure. En revanche, les moyens de communication modernes ouvrent un nouveau champ de bataille qui passe par le contrôle de l'information et des opinions et qui donne une large place aux expérimentations psychologiques. L'enjeu principal étant le contrôle de l'adhésion des populations au programme politique de chacun des blocs. Différentes branches des services secrets soviétiques s'impliquent dans les procédés dits de mesures actives. Le premier bureau est créé au sein du NKVD, l'ancêtre du KGB, dès 1923 par Staline, sous le nom russe, vaguement inspiré du français, de Dezinformatsia. Le travail de ce bureau regroupe en réalité des activités diverses allant de la gestion des agents d'influence à la création de fausses informations, en passant par la gestion des rumeurs, la falsification de documents et la subversion culturelle. Which we call either ideological subversion or active measures, активные мероприятия in the language of the KGB, or psychological warfare. What it basically means is to change the perception of reality of every American to such an extent that despite of the abundance of information, no one is able to come to sensible conclusions in the interests of defending themselves, their families, their community and their country. De nombreuses opérations sont mises en place pour nuire à l'image du bloc occidental et réduire la confiance de la population civile dans les différentes autorités gouvernementales. On peut citer l'opération Denver, mise en place avec l'arrivée du sida, qui questionne les expériences médicales américaines. L'opération Pandora, qui cherche à amplifier les oppositions entre les communautés ethniques américaines. L'opération Seat 12, qui cherche à affaiblir l'autorité morale du pape Pie XII. Nous explorerons toutes ces opérations dans les prochaines vidéos de la série, mais avant de comprendre chacune de ces opérations de propagande, il faut expliquer le processus général de fabrication d'une opération de propagande, ce qui est l'objet du manuel qui va suivre. Toutes ces opérations ont en commun de reposer sur une distorsion de l'information et un usage de rumeurs pour obtenir une défiance de la population cible. Le manuel repose donc sur un ensemble de 7 étapes que j'ai trouvé dans un article de l'école de guerre et qui semble faire consensus depuis le travail d'analystes américains dans les années 70 et 80. Trouver une faille. La première étape consiste à effectuer un travail d'observation pour identifier une fragilité existant dans la société cible. Elle peut être de tout type: division sociale, division communautaire, division politique, division religieuse, etc. À cette faille sont associées des tensions qui peuvent être amplifiées par les opérations de désinformation. Idéalement, à l'issue de l'opération, la faille est encore plus visible et profonde qu'auparavant et peut déboucher sur des conflits ouverts. Créer le mensonge. La deuxième étape du processus consiste à créer un gros mensonge. Ce mensonge doit être outrancier et vise à choquer. Il n'a pas besoin d'être crédible à ce stade, puisqu'il sera raffiné par la suite pour l'adapter au public. C'est le plus souvent une accusation envers un individu, une institution ou parfois un pays. Par exemple, on peut accuser le Vatican d'avoir soutenu le Troisième Reich. Si le but est d'attaquer la religion catholique, ça peut être un très bon moyen de le faire et d'affaiblir la confiance des croyants dans la religion. Enrober le mensonge autour d'un noyau de vérité. Une fois que le mensonge a été formulé, il faut trouver comment l'enrober sur des éléments de vérité. C'est-à-dire qu'il faut des indices, des coïncidences, des soupçons. Parfois, il peut s'agir de connaissances de la personne accusée, de proximité avec des groupes politiques, des erreurs de jeunesse, des rumeurs qui existaient déjà. Bref, il faut mélanger sciemment le vrai et le faux, utiliser les indices en complément du mensonge qu'on cherche à créer. Donner l'impression que l'information vient d'ailleurs. La quatrième étape consiste à révéler l'accusation et les informations associées, ce qui doit se faire en ne s'impliquant pas directement.
Le gouvernement de l'URSS n'a jamais directement avancé une accusation contre les États-Unis. En tout cas, pas en tant que premier pays à accuser. Le plus souvent, l'information sortait ailleurs, dans un journal d'un pays apparemment neutre, dans un travail apparemment indépendant, dans une institution en apparence sans lien avec l'URSS. Ce point est très important car il assure une bonne partie de la crédibilité de l'information dans l'esprit du public. Une fois que l'information est diffusée, on continuera de toujours se référer à cette source tierce comme l'origine de la polémique, alors même que potentiellement, l'information vient en réalité de l'URSS. Identifier un idiot utile. Pour relayer et diffuser l'information, il faut un idiot utile qui verra un intérêt à diffuser l'information ou à demander des comptes. Ce peut être un militant, un homme politique ou autre. Son rôle est d'amplifier et de doper le partage de l'information, voire de porter la charge publiquement contre les groupes accusés. Nier malgré les preuves. Dans la 6e étape de ce manuel, on peut s'attendre à ce qu'il y ait des contradictions, voire des inexactitudes dans l'accusation qui est portée. Si jamais de telles contradictions étaient apparentes, l'opération de communication pourrait être découverte et son organisateur dans ce cas doit nier et continuer à nier quoi qu'il arrive. La négation peut passer par une contre-attaque et par un retournement de la charge de la preuve. Aussi, la négation peut passer par l'humour qui est très bien perçu du grand public. Enfin, la négation peut s'accompagner de remarques sur le fait qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Faire traîner le soupçon dans le temps. C'est la dernière étape de ce manuel. L'attaquant a le plus souvent l'avantage du temps. Il peut maintenir une accusation dans la durée et la faire ressurgir épisodiquement dans l'actualité. La stratégie soviétique en matière d'opérations extérieures consiste à multiplier des petites crises et des petits doutes dans l'esprit du grand public pour nourrir sur le long terme une défiance envers les institutions du pays. Le but n'est donc pas que d'obtenir immédiatement et ponctuellement une crise médiatique, le but à plus long terme consiste à maintenir une pression constante et croissante sur une cible par une accumulation de scandales. Nous voici au terme du petit manuel d'opération extérieure du KGB. Vous avez pu voir dans les grandes lignes comment se monter une opération de désinformation. Il va sans dire que chacun des blocs a constitué une doctrine de lutte contre les opérations de propagande menées sur sa population. En somme, de la contre-propagande. Mais il est plus intéressant de comprendre dans quelle mesure la science de la propagande extérieure a pu servir aussi à créer de la propagande intérieure. Car si les finalités des deux propagandes, extérieure et intérieure, sont différentes, les méthodes se ressemblent parfois fortement. On retrouve dès le départ les mêmes noms à l'extérieur et à l'intérieur. À titre d'exemple, on peut citer Arthur Artouzov qui a mené une grande partie de l'opération Trust dans les années 20 pour infiltrer et arrêter les opposants au bolchevisme avant, plus tard, de rejoindre la propagande extérieure. En guise de conclusion de cette vidéo, je vous invite à consulter les quelques documents historiques en commentaire épinglés. Ils ne sont pas tous centrés sur l'URSS, mais ils vous permettront d'avoir un aperçu historique un peu large de la thématique des opérations de propagande. Fort heureusement, tous ces documents sont purement historiques. Exposure to true information does not matter anymore. A person who was demoralized is unable to assess true information. The facts tell nothing to him. Even if I shower him with information, with authentic proof, with documents, with pictures,